sont réunis à Paris jusqu'à demain, 50e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. 550 participants venus des 5 continents. Ils sont accueillis par l'Assemblée nationale et le Sénat français, et donc par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bienvenue. Bonjour. Et vous êtes avec votre homologue du Sénat, Gérard Larcher. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Merci d'être avec nous donc sur ce plateau de 64 minutes. Alors on va revenir sur cette APF qui a été créée en 1967, qui a beaucoup d'objectifs, d'enjeux, démocratie, état de droit, droits humains. Beaucoup de sujets à aborder, mais on voulait commencer avec la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes partis ensemble en Nouvelle-Calédonie, c'était en novembre 2024, pour 6 mois après les émeutes, et un accord a été trouvé tôt ce matin, à l'arraché, historique. Il doit acter un État de Nouvelle-Calédonie qui sera inscrit dans la Constitution. Est-ce que c'est un tournant pour la France, une approche plus fédérale des pays et territoires d'outre-mer? Yaël Braun-Pivet. Alors déjà, on doit se réjouir collectivement, puisque la Nouvelle-Calédonie est un territoire de la République qui a beaucoup souffert, qui a une histoire tourmentée, et donc que tout le monde ait pu se mettre autour de la table, et nous y avons contribué pour trouver un accord, c'est une formidable nouvelle, et c'est un formidable espoir pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses habitants. Mais ça va être compliqué. Mais c'est toujours compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on doit renoncer. Et vous savez, en politique, il faut des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est ce que nous avons trouvé sur place, et c'est heureux. Maintenant, nous sommes rentrés dans un modèle où effectivement, chaque territoire d'outre-mer doit inventer sa relation singulière avec la République. C'est ça ce qui est devant nous aujourd'hui, et c'est ce qu'est en train d'écrire la Nouvelle-Calédonie. C'est fini le temps où il y avait un schéma unique de relation entre ces territoires et la République française. Ce sont des territoires qui sont très différents, qui ont une histoire différente, une géographie différente, et donc ils doivent avoir un lien différent avec la République française. Un lien différent, il y aura une double nationalité, néo-calédonienne et française. Il va falloir changer la Constitution aussi, Gérard Larcher. Oui, mais d'abord, des hommes et des femmes différents, avec des histoires différentes, des origines différentes, qui sont en capacité, à un moment, d'essayer de tracer un avenir en commun. Car le sujet, c'est d'abord, on a un avenir ensemble. Et je dois dire que, sans anticiper la conclusion ce matin d'une capacité de présenter un texte en commun, c'est pour tracer un avenir en commun. Et ça a été une préoccupation de nos deux assemblées, au travers de leurs groupes de contact, au travers de nos parlementaires. Et c'est vrai que nous devrons, en quelque sorte, traduire dans la Constitution les éléments de cet accord et dans une loi organique. C'est-à-dire une loi où nos deux assemblées ont un pouvoir identique. Et donc, nous devons continuer à travailler à ce rapprochement, à la compréhension des uns et des autres. Oui, c'est vrai que ce rapprochement, vous l'avez montré en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi cette marche contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de francophonie. Est-ce qu'aussi c'est une façon de montrer que même si l'Assemblée nationale française est morcelée, qu'il faut être unis? Est-ce que c'est ce que vous voulez montrer tous les deux? Alors, qu'il faut être unis, oui, évidemment, mais en fait, au-delà de cette nécessité, je crois que Gérard et moi, nous pensons que nos deux institutions ont intérêt à marcher ensemble. C'est pas une obligation, c'est que c'est ainsi que nous remplissons au mieux notre mission, notre devoir de président d'Assemblée. Et effectivement, dans un monde fracturé, dans une classe politique qui est très radicalisée, parfois. Très agité aussi, très agité, vous l'avez vécu. Mais l'Assemblée nationale représente les pulsations d'une nation, et c'est aussi son rôle. Mais il est important que nous montrions aux Français que nous pouvons avancer ensemble, que nous avançons main dans la main, dans leur intérêt, que nous sommes là pour garantir la stabilité, la survie de nos institutions, et que nous faisons fi de nos différences pour être capables d'avancer ensemble. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 3 ans. Oui, en plus, vous avez des profils très différents. Vous êtes arrivé assez tardivement en politique, en 2016. Vous avez accompagné le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et vous, Gérard Larcher, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, en première. Oui. Et pourtant, ça match entre vous. Oui, mais d'abord, parce que moi, je me suis engagé dans le gaullisme extrêmement jeune. C'était en classe de première. Mais aujourd'hui, Yaël Braun-Pivet disait, c'est vrai, l'Assemblée nationale représente les pulsions. Et le Sénat
et d'ailleurs héritier du Conseil des Anciens, c'est un balancier stabilisateur des institutions. Et ça ne nous empêche pas, au contraire, de dialoguer. Quand nous pensons que l'essentiel est en cause, je vais parler, par exemple, de l'antisémitisme et de la République. Eh bien, tous les deux, spontanément, on s'est dit que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et donc, on s'est levé. Aujourd'hui, en rassemblant l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons eu l'impression ensemble que quelque part, ce qui avait été voulu par Senghor, par exemple, c'était d'ailleurs plus nos amis africains que le gouvernement de la France qui a créé l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avions une responsabilité collective à un moment où le multilatéralisme est très malade. Très malade, très fragilisé, on va y revenir. Juste un mot quand même de cette dissolution qui est encore possible, puisqu'on a passé le cap. Ça vous inquiète? C'est une épée de Damoclès? Non, moi, ça ne m'inquiète pas. Mon job, c'est de faire fonctionner cette assemblée que les Français ont voulu. Et donc, c'est ce que je fais. Cette assemblée, elle fonctionne. Elle est fracturée, vous l'avez dit. Elle a des heurts. Parfois, elle est très violente. Parfois, les Français me disent, mais c'est un bordel innommable, cette assemblée. Mais elle arrive aussi à produire des belles choses. Je pense à la première lecture de la loi sur la fin de vie, à la loi agricole, à une loi sur la simplification. On avance. Mais c'est difficile. Mais moi, je pense en tout cas que cette Assemblée nationale, qui est l'expression de la volonté populaire, elle peut receler aussi des richesses. Et c'est ce que j'essaye de mettre en lumière avec les fonctions que j'occupe. Et Gérard Larcher, vous l'avez dit, il y a une inquiétude au niveau de la démocratie. On va voir juste un sondage très récent. 57% des jeunes Européens préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement. On pourrait se dire oui, c'est bien, mais il y a quand même 20% en Espagne qui estime qu'un gouvernement militaire, en tout cas autoritaire, serait une bonne chose. Ça vous inquiète? À la fois, c'est un sondage qui peut être inquiétant, mais c'est l'occasion de démontrer tous ensemble que la démocratie, j'allais dire, peut dépasser les clivages, peut dépasser les difficultés, et nous avons besoin de redonner confiance. Et parce que le Sénat, nous représentons les territoires, parce que nous sommes issus essentiellement des conseils municipaux. Il y a un autre sondage qui vient de sortir de Sciences Po et du CEVIPOF qui démontre que 73% de nos compatriotes ont confiance en leurs maires et en leurs conseils municipaux. Et c'est la démocratie de proximité. Et ils font la preuve du besoin de la démocratie de proximité. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer de la démocratie et qu'il faut... et c'est ce que nous avons partagé depuis 4 jours avec nos amis venus du monde entier. De toute la francophonie. Au fond, le parlementarisme, c'est l'antichambre de la démocratie. Voilà. Alors, on va justement revenir sur le thème de cette session parlementaire. La francophonie diplomatique, une encre dans un monde en crise. Alors, c'est très ambitieux. On pourrait même se dire c'est presque artificiel parce qu'aujourd'hui on voit que ce sont les bilatérales quand même qui sont les plus importantes. On le voit avec Donald Trump. On le voit aussi, vous avez dû le suivre, avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Même si la France a été très impliquée, ça s'est fait à Washington, ces accords de paix. Et nous avons reçu il y a quelques jours une jeune parlementaire sénégalaise et elle s'inquiète un peu du manque de force de la francophonie. On l'écoute. Je trouve ça aberrant que le Rwanda et le Congo étant des États francophones, que ce soit les États-Unis d'Amérique qui aient dû intervenir, bien sûr, en ayant leur pourcentage sur les minerais du Congo. Donc je trouve que c'est une aberration, une fois de plus, qui montre que l'espace francophone est un espace qui est très riche, qui est 321 millions de locuteurs. On a 93 pays sur tous les continents. C'est une grande richesse, mais sur le plan géopolitique, c'est encore très sous-exploité. Voilà, inexploité. Qu'est-ce que vous lui répondez à cette jeune femme ? D'abord que le plus grand pays locuteur de français, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Oui, qui nous regarde avec attention. Et on parle de l'accord avec le Rwanda. Oui. Mais c'est d'abord l'Assemblée parlementaire francophone qui a envoyé des missions pour le rapprochement entre le Rwanda et la République. Parce que, pardonnez-moi, il y a un moment, c'est le rôle des exécutifs. Et ce rôle des exécutifs s'est traduit par... mais il y a tellement eu d'accords qui ont été suivis de désaccords que nous nous sommes dit au cours de ces 4 jours qu'il fallait qu'on continue à travailler. République démocratique du Congo, Rwanda, par l'intermédiaire aussi de nos collègues du bassin du Congo notamment. Donc là, il y a des discussions en ce moment sur la mise en place
de ces accords en bilatéral. Je ne vous cache pas que nous avons, je reçois cet après-midi le président du Sénat de la République démocratique du Congo. Hier, c'était celui du Congo, et il faut qu'on continue à travailler, parce que c'est pas une signature devant les caméras. Ce qu'il faut demain, c'est que les frontières de la République démocratique du Congo soient reconnues, respectées, que ces terribles réfugiés, c'est terrible, leur situation, puissent retrouver tout simplement leur terre, leur village, leur ville, pour vivre en paix, pour qu'on puisse reconstruire, j'allais dire, les éléments sanitaires extrêmement dégradés. Tout ça, c'est le travail que nous devons aussi conduire. Yaël Braun-Pivet, effectivement, sur la force politique de la francophonie, vous y croyez, la force diplomatique? Est-ce que ça permet, cette assemblée, d'avoir encore des liens avec, par exemple, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, voilà, qui ont claqué la porte? On va y travailler, justement, et ça fait partie des objectifs qu'on se fixe, essayer de ramener ces pays dans ces enceintes qui sont effectivement des instances de dialogue, mais des instances d'action. Le président du Sénat le rappelait. En fait, nous avons, vous savez, les processus de paix sont des processus qui sont longs. Ça ne se décrète pas en un instant. Il faut les préparer. C'est ce que nous avions fait dans le cadre de cette mission en République démocratique du Congo menée par cette assemblée parlementaire de la francophonie. Il faut continuer ainsi. Et qu'est-ce que vous dites à ceux et celles qui se disent oui, mais on voit pas de résultats concrets? C'est vrai que vous avez raison. Il y a devant les caméras, il y a tout ce qui se fait dans l'ombre. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais désolé, le fait d'avoir aujourd'hui plus de 500 parlementaires venus des pays francophones du monde entier, d'avoir 28 présidents de parlement et présidentes de parlement, rien que ça, c'est un résultat concret. Nous parlons, nous travaillons dans une enceinte commune, et nous parlons des sujets aussi qui fâchent, parce que vous parlez des sujets évidemment territoriaux, mais on a une enceinte qui nous permet de parler des droits des femmes, des violences faites aux femmes, de l'interruption et de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, de l'apartheid de genre, puisque nous sommes très solidaires des femmes afghanes, des femmes iraniennes. La francophonie, c'est aussi ça, c'est un espace de dialogue, mais c'est des valeurs communes, c'est le partage de l'état de droit, et c'est effectivement cette idée que tout ne se passe pas ni à Washington, ni à Moscou. Mais à Paris seulement aussi. Mais ni à Paris seulement, bien sûr. C'est ce qu'on reproche parfois aujourd'hui à la francophonie, c'est qu'elle est trop au nord, pas assez au sud. Mais tout à fait. Gérard Larcher? Écoutez, la francophonie, ça nous permet, me semble-t-il, de ne pas se réduire à un prisme nord-sud ou est-ouest. Parce que la francophonie, c'est pas que l'Afrique d'ailleurs, c'est... Regardez, les délégations, c'est l'ensemble des continents. Mais vous évoquiez la situation au Sahel, naturellement, qu'elle a été au cœur de nos échanges. Notre session plénière s'appelle la francophonie politique. Bien sûr, la dimension culturelle est extrêmement importante, parce que qu'est-ce que serait la francophonie s'il n'y avait plus de locuteurs en français? C'est ce que disait le président Mitterrand. Oui, il y a un ralentissement d'ailleurs. Beaucoup de jeunes préfèrent l'anglais aujourd'hui. Oui, ce qui nous amène d'ailleurs à avoir une résolution par rapport à la Convention de l'UNESCO sur les médias en ligne, sur la présentation de ces médias en ligne et des contenus en ligne, pour qu'on ait une découvrabilité en français. Ça fait d'ailleurs partie des résolutions qui ont été prises dans le cadre de la commission culture et qui vont être prises en plénière. C'est-à-dire que le français soit obligatoire? Pas que le français soit obligatoire, mais qu'il soit obligatoirement découvrable et pas simplement l'anglais. Mais vous savez, les chiffres et les projections nous montrent qu'en 2050, on devrait plutôt avoir 500 millions de locuteurs en français. Donc en fait, la francophonie aujourd'hui est un espace en pleine expansion. Oui, mais il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, je pense au Rwanda, mais même si vous allez au Maroc, enfin, on sent que le français, il y a un glissement, les jeunes choisissent l'anglais pour une question de travail. C'est pas totalement exact. C'est pas totalement exact. En tout cas, nous, les pays que l'on rencontre nous disent à quel point ils sont attachés à la langue française, à quel point ils veulent la faire prospérer, la préserver. Après, quand on parle de francophonie politique, on dit que cette francophonie, elle est vivante. Et donc, à nous,
hommes et femmes politiques, de la faire vivre, de lui donner toute sa place et de lui permettre de s'épanouir et d'être le plus utile possible à l'avenir. Voilà, c'est l'objectif aujourd'hui. Alors, est-ce que ça permet aussi, cette assemblée, de pouvoir rétablir des canaux, vous nous l'avez dit, pourquoi pas au Sahel, mais aussi pour nos compatriotes français, Boualem Sansal, Christophe Glaise, le journaliste en Algérie, on pense aussi à Cécile Collère, Jacques Paris, qui sont détenus en Iran. Là aussi, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous avez la possibilité d'échanger et d'avoir des pistes? Oui, d'abord, Boualem Sansal, il a été au cœur de mon intervention en séance plénière. Pourquoi? Parce qu'il a choisi devant ses juges de s'exprimer en français. Et que cette expression en français me rappelait ce que j'avais vécu au moment de la guerre civile libanaise. Elle n'était pas totalement civile, c'était des pays extérieurs. Et un jeune m'avait dit, vous savez, moi, j'espère en français. Et ça m'avait marqué profondément. Voilà pourquoi notre Assemblée, qui est 58 pays et sections, notre Assemblée, quelque part, elle veut dire que le multilatéralisme est nécessaire et qu'elle doit préparer un monde meilleur et qu'on ne doit pas désespérer à un moment de la tentation des populistes, du repli, y compris au plan économique et financier, chacun ses petites douanes. Ben, nous disons que nous devons être ouverts aux autres. Et vous évoquiez le Maroc, je les sens aujourd'hui extrêmement impliqués dans la francophonie, peut-être plus que jamais, et pouvant jouer un rôle extrêmement important de dialogue autour de piliers que sont la Côte d'Ivoire, que sont le Sénégal, avec lequel on s'était posé quelques questions, je dois le dire, qui participe de manière exceptionnelle à cette 50e session. Alors, juste pour terminer justement sur cette francophonie, est-ce que vous avez un mot de la langue française ou un auteur que vous appréciez qui justement incarne cette francophonie? En fait, moi, mon mot préféré dans la langue française, c'est la considération. Et je pense que la considération, c'est un mot indispensable dans cet espace francophone. Considérer l'autre, considérer l'histoire, considérer chacun comme partenaire. Et la France a failli un peu sur peut-être que parfois, mais peut-être que parfois, effectivement, on n'a pas suffisamment la considération de l'autre, de ses différences, de sa spécificité, de ce qu'il est vraiment. Et donc, cette considération que nous devons avoir pour chaque pays est, je pense, quelque chose d'essentiel lorsque l'on veut bâtir des relations diplomatiques d'égal à égal. Gérard Larcher. Moi, je vais vous parler d'un auteur qui nous a reçus sous la coupole. Amin Malouf. Ah bah oui, effectivement, qui est souvent venu sur ce plateau. L'Orient et l'Occident. Ouais. C'est la science et l'âme. C'est cette rencontre-là. Et si j'ai un auteur, ça vous fera sourire, c'est une femme qui a incarné une forme de liberté. Et c'était Madame de Sévigné dans ses lettres à Grignan, et qui traduisent, j'allais dire, une âme et j'allais dire une pudeur particulière. Voilà comment j'aime le français. Merci à vous d'être venu nous parler de francophonie, de politique aussi. Voilà, cette 50e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone se tient en ce moment à Paris. Elle se termine demain.